tous. Je pense qu'il est maintenant 14h30, l'heure qu'on s'est donnée, donc on va tout de suite commencer. Pour commencer, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette nouvelle édition du jeudi où les jeunes ont des idées organisées par l'Association des anciens de l'ENA, École nationale d'administration, et le programme entrepreneuriat au niveau de l'ambassade de France. Donc, bienvenue à vous en ces lieux. Et sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Andy Rapassou pour nous présenter un peu l'événement et pour nous présenter qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, je te remercie Maya de m'avoir donné la parole. Alors, je suis extrêmement ravi de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour cette nouvelle conférence que nous co-organisons aujourd'hui à l'IFM. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous organisons donc régulièrement des conférences en partenariat avec l'IFM qui est notre hôte. Et aujourd'hui, on s'est aussi associé avec le programme entrepreneuriat de l'ambassade de France. Donc tout ça, ça fait ambassade de France. Et du coup, je me sens un peu gêné de prendre la parole à la place de monsieur le conseiller de coopération qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Lui qui est aussi notre hôte en tant que directeur de l'IFM et aussi en tant que l'un des initiateurs du programme entrepreneuriat de l'ambassade de France. Donc c'est tout naturellement que nous avons choisi comme thème aujourd'hui, dans le cadre de ce thème générique de l'entrepreneuriat, les secteurs porteurs en ce temps de crise, compte tenu de ce qui s'est passé au niveau mondial avec cette pandémie Covid-19, qui nous impacte tous, qui impacte le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, nous avons l'immense honneur aujourd'hui d'avoir 3 panélistes qui sont jeunes, comme l'a dit notre modérateur, mais qui ont de brillantes idées sur ce qui devrait se faire en ces temps. Alors, notre conférence se tient dans des circonstances un peu particulières compte tenu justement de cette pandémie. Donc, nous remercions les personnes qui se sont inscrites et qui, on va dire, donc ont été choisies parmi ceux qui voulaient bien assister à cette conférence. Une conférence qui, on l'a vu, a intéressé beaucoup de monde. Et je le disais tout à l'heure à monsieur le conseiller de coopération, à l'AENA, ça fait maintenant, si je ne me trompe pas, plus de 11 ans que nous organisons des conférences à l'IFM, mais c'est la première fois, je vous le dis, c'est la première fois que des gens demandaient en message privé sur notre page combien il fallait payer pour venir à cette conférence. Pour vous dire l'intérêt du public par rapport à ce thème, nous qui sommes une association à but non lucratif, évidemment, nos conférences sont toujours gratuites. C'est vraiment une agréable surprise, on va le dire, je le prends ainsi en tout cas, que d'avoir l'intérêt des jeunes qui s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat. Alors moi, je suis un peu dans le secteur public, secteur gouvernance et tout ça. C'est pour cela que je ne m'attarderai pas davantage sur ce thème. Je vous laisse entre deux mains expertes. Je me contenterai juste de remercier donc nos panélistes pour leur présence et pour ce qu'ils vont nous apporter aujourd'hui. Je remercie également notre brillant modérateur. Je remercie bien entendu nos partenaires, l'ambassade de France, l'IFM et le programme entrepreneuriat de l'ambassade de France pour l'organisation de cette conférence. Voilà, je vous laisse entre les mains expertes de monsieur Maya et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci à vous. Je tiens à remercier monsieur Hunt pour son allocution. Maintenant, deuxièmement, je tiens aussi à remercier nos intervenants qui nous ont accordé de leur précieux temps pour intervenir sur cette thématique qui est les secteurs porteurs en temps de crise. Effectivement, comme Ange nous l'a bien précisé, nous vivons actuellement une situation où personne ne s'est préparé, mais que nous devons faire face en tant qu'entrepreneurs déjà, de un, et aussi en tant que jeunes. Donc nous avons choisi des panélistes
qui vont parler certes de certains secteurs, mais nous avons aussi tenu à faire intervenir l'administration qui sera représentée par le DPM, c'est-à-dire l'Economic Development Board of Madagascar. Et sans plus tarder, je pense que je vais donner la parole à notre première intervenante, en la personne de Farah Rapessan, qui est dans le domaine de la formation et de l'éducation. Donc, Farah, à toi la parole. Donc, bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous avoir invités. Donc, pour ma part, j'aimerais que vous lisiez tous ce qui est écrit dans l'écran. Qui en est convaincu? Pour la plupart, nous sommes tous convaincus que c'est ancré dans notre culture même d'avoir comme précieux héritage la formation, les études. Donc, qui suis-je? Déjà, donc, moi, de base, j'ai un cursus commercial. Je suis aussi diplômée de l'Académie canadienne de management et technologie en entrepreneuriat et management. Et je suis l'initiateur, la fondatrice de Fricel. Fricel, c'est quoi? C'est une agence de représentation commerciale qui forme des jeunes en fait dans le métier de commercial et les met au service des entreprises en mode freelance. Je suis aussi responsable opérationnel auprès de ZAV SARL, un centre de formation et de coaching et aussi d'incubation. Et à part ça, je suis co-initiatrice de la Our Kidspreneur, un programme qui forme des enfants à l'entrepreneuriat. Donc voilà qui je suis en général. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le contexte de la formation. La formation à tous les niveaux est une des valeurs ancrées dans chacun d'entre nous en tant que Malagasy, en tant que Malgache, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on nous a maintes et maintes fois appris. Il faut étudier, il faut se former, il faut apprendre de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous ici, vous voulez apprendre de nouvelles choses, n'est-ce pas? D'accord, ok. En tout cas, il y a une certaine nuance entre études et formation. On parle de formation, ceux qui sont pour la plupart ponctuels, professionnalisantes, spécialisés, et études, on parle de cursus scolaire, donc de la petite enfance, de la crèche au niveau terminal. Il y a aussi une certaine tendance vers l'entrepreneuriat des jeunes, puisque d'ailleurs nous en sommes la preuve aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus attirés par l'entrepreneuriat. Enfin, il y a un taux de chômage élevé si on compte que les 500 000 nouveaux diplômés chômeurs qui sortent des universités chaque année. Il y a aussi l'histoire du sous-emploi et l'abondance d'emplois précaires. En ce moment, les jeunes, malheureusement, en fait, ils travaillent, ils arrivent à prendre des professions qui ne correspondent pas à leurs études. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent et beaucoup de jeunes sont aujourd'hui sous-employés. Nous avons aussi, depuis 2 ans déjà, le Fonds malgache pour la formation professionnelle. Ce fonds, en fait, c'est destiné à former les employés des grandes entreprises, des petites entreprises et des entrepreneurs. Donc, il y a plein de formations actuellement qui sont en vogue et qui sont classées prioritaires par le FMFP et dont donc, ce fonds finance. Nous avons aussi, et tout le monde le connaît, la pression familiale, la pression de la société. Quand vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pratiquement rien pour les gens. Malheureusement, c'est quelque chose, même quand tu as réussi, tu as une grande entreprise, mais que tu n'as pas de diplôme, les gens s'arrêteront sur tu n'as pas de diplôme. Et enfin, il y a eu le sujet d'aujourd'hui, la crise, le confinement, qui a forcé chacun d'entre nous à une introspection. Cette introspection de qu'est-ce que je vais faire de ma vie,
qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je vais faire pour gagner de l'argent, comment je vais faire pour réussir. Et donc, ce confinement a pris une certaine ampleur au niveau de la formation. Donc voilà les différents types de formations possibles. Donc les études, comme je disais tout à l'heure, la petite enfance à la terminale, la formation initiale, donc les formations universitaires, diplômantes, la formation pré-emploi, plus ou moins spécialisée, la formation continue en entreprise et la formation entrepreneuriale. Donc les études, pour un peu avoir une idée de la très petite section juste en terminale, on passe 16 ans de notre vie dans les bancs de l'école. Ça fait beaucoup, hein? Ouais. Et puis de licence 3e année jusqu'au master, il y a 5 ans d'études. Donc on passe pratiquement presque la moitié de notre vie sur les bancs d'école. Et après ça, on nous demande encore de nous former. Donc il y a les formations professionnelles spécialisées, les formations en alternance professionnelle, les formations entrepreneuriales et il y a les formations périscolaires. Parce qu'à part les formations à l'école, les petits-enfants aussi, on les oblige un peu à se former autrement, à faire de la danse, de la musique et tout ça. Donc les impacts de la crise. En parlant d'impacts positifs et négatifs. Donc là, déjà, les parents n'ont pas pu payer les écolages pendant le confinement. Ben oui, parce que les enfants ne vont pas à l'école. Du coup, les parents ont oublié de payer l'écolage. Les parents et les étudiants expérimentaient l'école à la maison, en ligne pour les étudiants. C'était pas facile. Et surtout, il y a eu un gros boom dans la connexion au débit à la maison. Donc ça, c'était une opportunité pour les opérateurs du numérique. Le style d'apprentissage est soumis à rude épreuve. On a appris en fait à individualiser le style d'apprentissage parce que les parents ont dû former eux-mêmes leurs enfants à l'école, à la maison, pardon. Et donc, du coup, le style d'apprentissage de l'école n'est pas tout à fait adapté à la maison. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et donc, à part ça, il y a eu donc les activités périscolaires qui se sont accrues parce que dans la tête des parents, il faut que les enfants apprennent quelque chose de nouveau, autant que la crise ne leur impacte pas trop. Il y a aussi donc au niveau des formations professionnelles, donc les entreprises font des restrictions budgétaires et donc qu'est-ce qu'il ne faut pas payer? La formation. Les personnes au chômage ont augmenté. La reconversion professionnelle devient une tendance parce que mon diplôme, je n'arrive pas à trouver du travail avec ma profession. Il faut que j'apprenne autre chose. Le freelancing devient la solution. Qui connaît ce que c'est que le freelancing? D'accord. Donc, pour info, le freelancing, en fait, c'est le fait de travailler chez soi individuellement. Donc, vous vous occupez de toutes vos charges par rapport au travail et on vous paye, une entreprise vous paye pour travailler pour lui. Donc, de chez vous ou d'ailleurs, mais en tout cas, pas en tant que salarié de l'entreprise. L'entrepreneuriat a pris de l'ampleur. La FMFP a pris une toute autre dimension. Donc la FMFP, puisque c'est un fonds qui pourvoit des fonds de formation pour les entreprises, il y a eu un gros boom dans les entreprises qui proposent des formations afin de bénéficier de ce fonds. Donc, je répète un peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la FMFP. La FMFP, c'est un fonds qui est approvisionné par les entreprises donc, et aussi par les bailleurs de fonds. Et ce fonds-là est fait pour former les employés des entreprises et les jeunes en pré-emploi. Donc, c'est fait pour que la formation professionnelle devienne aussi une culture d'entreprise à Madagascar. Donc, il est tout récent, il date de 2019, je pense, et on en est au 4e appel à projet, le décembre qui était passé. La digitalisation des compétences devient un atout majeur.
Et donc voilà, ce que nous ne savons pas, il faut le savoir. C'est tout. Cette digitalisation est devenue quelque chose qu'il ne fallait pas mettre de côté pour pouvoir réussir à faire face à la crise. Et donc cet impact-là par rapport à la digitalisation, c'est celle qui a été le plus conséquent face à la crise. Donc les opportunités, déjà, on a une concentration des formations, qu'ils soient professionnelles, initiales ou autres, en Tananarive et dans les chefs-lieux de région. Donc les opportunités sont les formations en province, plus précisément en région. Il y a par exemple presque pas d'incubateur à Majunga, alors qu'il y a plein de jeunes à Majunga. Donc Tamatave est déjà un peu plus avancé à ce stade puisqu'il y a 2 incubateurs à Tamatave. Mais pour les autres provinces, les formations en province sont de plus en plus suscitées. Les formations en alternance, c'est-à-dire les formations en collaboration avec les entreprises. En alternance, vous travaillez et en même temps, vous vous formez. Donc ça, c'est une opportunité qu'on peut creuser. Les formations en collaboration avec les entreprises. Je cite par exemple pour le cas de Frissel, je collabore avec les entreprises pour la formation des jeunes et afin que ces jeunes-là aient directement quelque chose à se mettre sous la dent après ma formation. De même pour le cas de Saïna. Saïna forme des jeunes en développement web et donc elle travaille avec les entreprises pour financer ces formations-là. Donc ça, c'est un bon filon à prendre. Les formations sur les métiers du digital, parce que confinement oblige, on ne peut plus sortir, tout devient digital, donc c'est important de se former au digital, mais c'est aussi une grande opportunité si vous avez des connaissances et des compétences en matière de digital, vous pouvez toujours former des jeunes et vous aurez toujours preneurs. Les formations spécialisées, les universités ont chacun leur filière, leur domaine et tout ça, mais c'est très important de se spécialiser dans un domaine précis pour avoir de la valeur. Il ne faut pas être pêle-mêle, donc et essayer de vous former, de vous spécialiser dans un domaine précis et d'être la référence en ce domaine-là pour pouvoir briller parmi donc, tout ce domaine très concurrentiel. Donc, les activités extrascolaires et périscolaires, parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'entrer dans le monde du travail. Du coup, dès la petite enfance, on essaie d'habituer les enfants à trouver quelque chose à faire, à se débrouiller tout seul. Et donc, ce domaine-là, c'est quelque chose à creuser, mais vraiment à creuser, parce que les parents, les jeunes parents que nous sommes, parce que je suis une jeune parent aussi, on a tendance à vouloir que nos enfants apprennent de nouvelles choses. Et enfin, les écoles et les universités qui ne connaissent pas tellement la crise, parce que tout le monde en a besoin à tout moment. Donc, ok, cela clôture mon intervention pour cette conférence. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup à Farah Besson pour son intervention. Je tiens à préciser que nous aurons une séance de questions-réponses après le passage de chaque intervenant. Mais veuillez à bien noter vos questions afin que vous puissiez les poser tout à l'heure. Maintenant, on a le plaisir d'accueillir Mademoiselle Rinassou Anzarfir, qui est dans le domaine de l'apiculture et qui est aussi une jeune start-up qui est accompagnée au sein du programme entrepreneuriat de l'ambassade de France. Donc, la parole est à toi. Bonjour tout le monde.
Je suis Anza Velorinassou, la gérante et responsable d'exploitation au sein de l'entreprise Mère Miel. Donc je suis devant vous pour vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Je vais vous raconter un peu pourquoi on a décidé de créer une entreprise. En deuxième année, il y a 4 ans, en deuxième année à l'université d'Antananarivo, j'étais déjà une apicultrice. Et au fil des années, on a pu constater qu'il y a vraiment des écarts dans la production dû à la déforestation massive de la Latinanan à cause de la pauvreté. En général, les gens à la campagne, ils n'ont pas d'emploi, ils ont besoin d'argent, donc ils se tournent vers le charbon et le vente de bois. Ces deux métiers, ce sont deux métiers qui est très facile, qui est faisable à leur niveau d'éducation, mais surtout qui est très rentable. Et on s'est dit, on va protéger la Latinanan parce que d'un côté, c'est une forêt historique qui est en train de disparaître. Et de l'autre côté, l'apiculture dépend de la protection de l'environnement. Et nous, on veut que chaque histoire se ressente dans le goût de nos miels. On a cherché des solutions. Et si on revient un peu, où est le problème? Parce que c'est ça la base. Le problème, c'est que les gens sont pauvres, qu'ils ont besoin d'un travail qui est facile, rentable et faisable à leur niveau d'éducation. Si à cette époque-là, on s'est dit, fais l'apiculture, ça marche. Ça n'aurait jamais marché. Jamais. Donc on a cherché parmi les problèmes, on a regroupé tous les problèmes et on a proposé une offre. Et c'est le système d'hébergement de ruches. Et pour que cela devienne plus rentable et plus pérenne, on a complété avec le reboisement durable. Je vous explique. L'hébergement de ruches, notre objectif, c'est d'orienter les habitants vers l'exploitation durable de la forêt grâce à l'apiculture. Parce qu'avec le charbon, le vente de bois, il faut couper les arbres pour avoir de l'argent. Par contre, l'apiculture, il faut le protéger pour avoir de l'argent. Les gens qu'on cible, ce sont les familles en difficulté financière, les mères de famille, qu'elles soient veuves ou séparées, et les exploitants de la forêt. Et comment ça marche? C'est un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'une famille héberge nos ruches sur leur terrain et Mère Miel assure l'emplacement, l'entretien, le suivi, le collecte des ruches pour que le ruche soit plus rentable et atteint son résultat optimal. Et à la fin, on partage la production. Et pour que nos actions durent 5-10 ans, on a complété cela avec le reboisement durable. L'objectif du reboisement durable, c'est de substituer le reboisement d'arbres d'eucalyptus par des arbres plus mellifères, plus rentables. Pour 2020, 2021 et 2022, 2023, on a décidé de planter du café. Parce que le café, il y a 2 collectes, ça nécessite beaucoup d'entretien pour avoir de l'argent. Et au bout de 5 ans, les habitants auront d'autres sources de revenus que l'apiculture, mais aussi nos ruches deviennent de plus en plus productives parce que l'arbre c'est un arbre mellifère et que c'est d'autres sources de floraison pour nos abeilles. Et le café, on n'a pas besoin de le couper pour avoir de l'argent. Nos cibles, ce sont les membres du village. Ça ne se limite pas juste aux bénéficiaires du projet, mais vraiment sur le membre du village. Les bénéficiaires du projet, ça sert juste à montrer l'image que oui, ça marche, qu'il faut le faire, qu'il faut abandonner tout ce qui est charbon et vente de bois. Et c'est pour ça aussi qu'on cible vraiment les exploitants de la forêt. En gros, si vous m'avez bien suivi jusque-là, l'entreprise Mère Miel n'est pas juste une entreprise qui produit des produits apicoles. Nous sommes une entreprise de sensibilisation pour la protection de la Latinanan grâce à l'apiculture. C'est toute une autre manière de sensibiliser, mais qu'on a trouvé plus efficace. En amont, on collabore avec les habitants pour l'hébergement de ruches. On substitue les mauvaises sources de revenus comme le charbon et le bois par l'exploitation écologique,
rentable et pérenne. Et on produit aussi du miel de qualité et de quantité parce que nous ne sommes pas des collecteurs de miel, nous sommes des producteurs de miel avec les habitants. Et en aval, on transforme ces produits venant du ruche par des produits finis selon les besoins de nos clients. Avec le cire d'abeille 100% naturel, le miel crémeux et un cire en caustique et laine. Le miel crémeux, sa spécificité, c'est son goût. C'est très doux, c'est très crémeux. Une fois que vous le mangez, ça s'éparpille dans votre bouche et ça apporte beaucoup de santé et beaucoup de valeurs nutritionnelles. Il y a aussi le cire d'abeille 100% naturel qui aide les femmes à entretenir la beauté parce que, oui, on a l'initiative d'entretenir nos corps, mais parfois on n'a pas de temps pour accueillir tous les ingrédients et le faire tout le temps. Donc le cire en caustique, le cire 100% naturel aide pour rassembler les ingrédients et pour donner du crème fait maison. Ça dure 2 à 3 mois et ça coûte juste 2500 arrière. Et après, il y a le matériel apicole qui est spécialisé pour les apiculteurs professionnels. Le masque, le sirop frais, le ruche avec les essaims et les combinaisons. Et pour la semaine prochaine, on va sortir tout un nouveau produit qui est le sirop en caustique. Le problème des mamans, et je connais parce que j'en ai une, c'est qu'on arrive à la maison avec la pluie et qu'on entre avec les pieds tout mouillés. Mais la cire en caustique, ça n'absorbe pas l'eau et ça résiste à l'eau. C'est très brillant avec un effet miroir et surtout ça dure 1 mois sur vos sols. Donc en général, qui sommes-nous ? Il y a moi dans la team, gérante, responsable d'exploitation. Il y a Voir-Léon qui est responsable du village d'Ambouibar, le premier village d'apiculture et technicien de ruche. Et il y a également Mitan Tsouandar qui est responsable logistique et technicien de ruche. Qu'est-ce qu'on envisage dans les 5 ans ? En 2020, on a créé le premier village d'apiculture à Ambouibar. Ambouibar, c'est un peu important pour nous de commencer là-bas parce que c'est là la source de l'histoire de Vaknedi. C'est là le début du rivière de Yadin. Donc, pour nous, il est important de protéger l'histoire. 2021, on envisage d'installer un gavkil qui a brûlé 3 fois en 2020 à cause du charbon. Donc, il y a 519 hectares qu'il faut protéger. Et Vatmanj également. Pour 2022, on envisage de créer le village d'Andasbe. 2023 de Manjaka Park et pour terminer, on va renforcer le nombre de ruches dans chaque village en 2024. Eh bien, c'est ainsi que je termine ma présentation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci Rinassou pour cette intervention très riche en tout cas. Maintenant, je sais qu'on peut devenir belle à 2500 Aria. Okay. Donc, merci. Sinon, comme tout à l'heure, vous pouvez garder vos questions et les poser tout à l'heure si vous avez des questions à poser à Rinassou concernant l'apiculture en général, la protection de la forêt et comment devenir belle à 2500 Aria. Sinon, nous allons passer maintenant à notre dernier intervenant qui est de l'ITPM, en la personne de M. Guillaume Rapari, le directeur des investissements au sein de l'ITPM. Je vous invite à prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, eh bien, écoutez, je vais commencer par remercier les organisateurs d'avoir convié l'ITPM à ce type d'événement. Et puis, bien sûr, remercier les partenaires qui appuient ce type de conférence parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très utile pour le partage aux jeunes. Alors,
Comme il a été présenté, je suis donc le directeur des services aux investisseurs de l'EDBM. Est-ce que parmi vous, tout le monde... Alors, petit sondage, qui connaît le DBM? Oh, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous connaissez de l'EDBM? Oui, alors, le DBM, je pense que jusqu'ici, était connu surtout pour être l'organisme de qui il faut se rapprocher pour créer son entreprise. Mais, en fait, c'est un tout petit peu plus que ça. Le DBM, on va diviser en 3 missions principales. Alors, déjà, c'est l'agence de promotion des investissements. En amont de tout investissement, tous les businessmen, les investisseurs ont besoin de se rassurer pour dire qu'il y a des règles du jeu, un cadre réglementaire pour chaque secteur d'activité, etc. Donc la première mission consiste à participer à mettre en œuvre les réformes pour ce fameux cadre réglementaire. Ensuite, participer à l'harmonisation du cadre juridique relatif aux investissements. Tout ça, c'est dans le réglementaire. Et renforcer le cadre de concertation publique-privée. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous, entrepreneurs, investisseurs, avez décidé d'investir, à un moment donné, vous avez des problèmes de l'ordre de la législation en vigueur dans un point quelconque, eh bien, si vous rejoignez un des groupements du secteur privé, vous pouvez peser tous d'un même poids pour plaider auprès des institutions publiques et faire valoir en fait vos problématiques pour qu'ils soient prises en compte et amorcer de nouvelles réformes. Voilà, ça c'était pour la parenthèse amélioration du climat des affaires. Ensuite, il y a la promotion des investissements. La promotion des investissements, c'est très simple, hein, c'est tout simplement identifier à Madagascar quelles sont toutes les opportunités dans lesquelles vous pouvez créer des entreprises, vous pouvez investir, et derrière, lorsqu'on a identifié les opportunités de projet, c'est d'aller opportunités de projet ou les secteurs à fort potentiel, eh bien, il s'agit d'aller les valoriser auprès des investisseurs qui peuvent être des entreprises, des plus grandes entreprises, moins grandes entreprises, ou des bailleurs qui chercheront les entreprises qui vont prendre un peu le risque d'investir. Donc, dans la promotion des investissements, il y a ces différents points: améliorer l'intelligence économique et l'analyse des marchés dans les secteurs porteurs. Pour ça, le DBM a créé l'an dernier ce qu'on appelle une cellule de veille économique et stratégique. C'est un peu longué comme nom, mais en fait, c'est une équipe qui est en charge de voir, par exemple, dans un secteur précis, de voir un peu dans le monde où est-ce qu'il y a des marchés potentiels, un peu plus près à Madagascar, mais dans les régions voisines, ils vont identifier aussi quels sont les potentiels de marché, et puis la cellule va établir des fiches sectorielles ou partager des données essentielles pour aider les entrepreneurs, aider le secteur privé. Ensuite, promouvoir les secteurs porteurs, tourisme agribusiness, industrie textile, les nouvelles technologies d'information et de communication, l'énergie. Alors ça, ce sont des secteurs dont le DBM a mandat à faire la promotion. Il va de soi, j'arriverai dessus très rapidement tout à l'heure. En ce moment, dans le contexte Covid, ce ne sont pas tous les secteurs d'activité qui ont du potentiel. Promouvoir l'entrepreneuriat, ça, on est dans le vif du sujet. D'ailleurs, mon ami Maya, qui assure aujourd'hui la maîtrise de cérémonie, a failli tomber dans les pommes quand je lui ai partagé ma présentation, mais vous inquiétez pas, ça ira assez vite après. Là, je prends un peu plus de temps ici pour vous contextualiser
les missions de l'EDBM. Et ensuite, accompagner les investisseurs dans leur démarche pour fournir des services dédiés. Tout simplement, il y a une équipe qui travaille, une équipe qui travaille à l'EDBM, qui est constituée de ce qu'on appelle les managers sectoriels. Et ces managers sectoriels ont pour mission d'accompagner les entreprises qui le demandent à partir du moment où l'entreprise est établie. Il faut les accompagner pour qu'elles puissent se développer et arriver au stade d'expansion. Voilà. Alors, la facilitation maintenant, c'est tout simplement entre la préparation de l'investissement et la formalisation de l'investissement, et derrière l'accompagnement dont je venais de parler tout à l'heure, il y a toute une suite de services que je vous propose alors je ne sais pas si ça va être assez clair, c'est un peu flou, le slide est un peu flou projeté à l'écran, je m'en excuse. En fait, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut valider, dont nous proposons les services. Alors, je vais faire assez vite, je préfère vous le lire. Identifier les projets, identifier les appuis nécessaires à la réussite du projet, renforcer les porteurs de projets en capacité, créer les entreprises, les aider à accéder au marché à travers notamment des études de marché, accéder au financement, avoir une vitrine des activités entrepreneuriales et assurer l'accompagnement aftercare. Ça, c'est les différentes étapes de l'accompagnement de l'entrepreneur en général. Alors là-dessus, le DBM, qu'est-ce qu'on a fait pour faciliter tout ça? C'est qu'on a créé des outils digitaux. Les outils digitaux ont été présentés tout à l'heure comme étant une des opportunités justement en contexte Covid. Donc, je le confirme, nous, on profite du contexte Covid pour on va dire, développer les outils digitaux, mais tout simplement, ça nous aide énormément aussi à faire en sorte que ces outils-là puissent être accessibles de n'importe où à Madagascar, à partir du moment où on a une connexion Internet et puis un minimum d'outils informatiques. Alors, je vais faire un petit retour pour dire les 3 bulles que vous voyez en bas, c'est tout simplement pour vous dire que sur l'ensemble des étapes du process d'accompagnement, on a développé, alors c'est là que j'espère avoir 5 minutes tout à l'heure pour vous en parler un peu plus, Itouli, qui est une plateforme qui vient d'être lancée la semaine dernière et qui est en fait la plateforme boîte à outils pour tous les jeunes entrepreneurs. C'est une boîte à outils qui n'appartient ni à l'EDBM ni à des ministères. On se contente juste de le développer, de l'entretenir, mais je reviendrai tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous partager plus en profondeur. Ensuite, nous avons l'outil Ournas, la bulle du centre. Ournas, c'est tout simplement une interface en train d'être développée afin de pouvoir créer des entreprises en ligne. Donc jusqu'ici, lorsque vous voulez créer une entreprise, alors soit vous allez en fonction de la forme juridique, que ce soit entreprise individuelle ou plutôt société, vous allez soit au centre fiscal, soit à l'EDBM. On vous demande un certain nombre une bonne liasse de papiers que vous devez ramener en plusieurs exemplaires, etc. Et désormais, c'est pas encore le cas, normalement c'est prévu pour le 2e semestre, vous aurez la plateforme Ournas où vous aurez la liste de tous les documents. Vous pourrez alors dans un premier temps imprimer quand même les papiers, devoir les scanner et pouvoir ainsi créer l'entreprise à distance. Après, ce sera directement un remplissage en ligne. Et puis la dernière plateforme, c'est tout simplement le site web DBM qu'on a revu de A à Z, de manière à ce qu'il puisse vous aider, tout le monde,
à trouver les opportunités de marché plus facilement. Voilà en ce qui concerne la partie un peu difficile à lire. Maintenant, j'en viens au cœur du sujet, puisque c'était un peu ça la thématique. Alors, nous avons dégagé un peu les grandes tendances face à la crise Covid-19. Alors, il y a la plupart des secteurs sont touchés là-dessus à partir du moment où vous êtes un peu sensibilisé à l'économie, vous le savez. Donc, tout le monde ici sait que c'est vraiment pas une affaire... c'est vraiment pas une petite affaire que cette pandémie. Donc 90% des entreprises ont eu une baisse de production, 30% d'entre elles ont dû soit fermer temporairement, soit définitivement. Et il y a au moins 100 000 emplois menacés par la crise à Madagascar. Le secteur le plus sinistré, c'est le tourisme, parce que, bon ben voilà, hein, avec plus de vols touristiques assurés, c'est 90% de baisse d'activité, c'est 90% des salariés en chômage technique, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu cette partie en rouge, et puis j'ai mis en évidence un peu plus en vert à droite les deux secteurs principaux que nous avons identifiés comme étant les secteurs à réel potentiel pour le moment à Madagascar. Alors celui des TIC, qui connaît un vrai regain d'activité avec plus de 2000 personnes embauchées dans les 5 plus grands call centers du pays. Ça, c'est juste un exemple. Et puis, l'agribusiness, sur lequel je vais dérouler pas mal tout à l'heure, parce que l'agribusiness, on va dire, non seulement on n'a pas besoin forcément d'avoir accès à des marchés internationaux, le marché national existe, mais même à l'international, il y a une demande, à la fois pour certaines filières, et notamment la filière huile essentielle. Alors, oui, j'avais mis un peu ça. Alors, en agribusiness, j'aimerais quand même vous partager, parce que certains le savent moins. Nous avons quand même un palmarès à Madagascar dont nous pouvons être fiers. Donc ça, il ne faut pas hésiter. À en parler. Hein. Alors, exportateur mondial de vanille, numéro 1, ça, on sait qu'on est performant depuis un bout de temps là-dessus. Le girofle, c'est pareil. Le caviar, c'est une nouveauté, mais c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, il y a des investisseurs qui ont décidé, pendant 10 ans, de mener un process d'investissement. C'est quelque chose de complètement audacieux, et maintenant c'est vraiment on va dire une fierté pour Madagascar de produire du caviar en Afrique. Les litchis, ça beaucoup connaissent aussi, donc c'est numéro 1, et deuxième exportateur mondial d'ylang-ylang. Voilà. Donc les différentes filières sur lesquelles on peut se démarquer, on va dire internationalement, ce sont les huiles essentielles, les épices, les aliments de base. Donc essentiellement, ça va être grains secs et certaines céréales. Et puis là où on a énormément de valeur ajoutée, c'est l'agriculture biologique. Ce sont des produits bio. Alors je fais un petit focus là-dessus. Pour l'agriculture biologique, qu'est-ce qu'il en est? C'est tout simplement 318 opérateurs certifiés AB, donc agriculture biologique, qui regroupent plus de 40 000 producteurs, 66 000 hectares de surface. On a cet avantage-là. Donc, en parallèle, par exemple, avec les grands pays comme le Brésil, mais qui ont pas mal souillé le sol avec des pesticides et des produits chimiques. Nous, à date, on a 66 000 hectares de surface bio cultivée, une production de 5 800 tonnes de produits certifiés et exportés en 2020, qui représente un surplus de 6% par rapport à 2019. Et puis j'ai marqué aussi que le cacao était de plus en plus exporté en 2020. La vanille bio qui représente 6% des exports bio de Madagascar. Alors les pays maintenant destinataires les pays importateurs de cette agriculture bio,
Simplement, on a la France, qui est le principal importateur de produits bio, suivi des États-Unis, de la Belgique, de l'Allemagne, etc. Le marché bio représente 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une croissance de 15% par an. Donc ça, pourquoi est-ce que je vous partage tout ça? C'est tout simplement pour sensibiliser sur le fait que si vous vous lancez aujourd'hui, alors il y en a qui l'ont fait, encore une fois, vraiment un grand bravo. Si vous vous lancez dans l'agriculture biologique aujourd'hui, le marché existe. Parce que demain, quand vous allez faire votre business plan, eh bien, ça va être le nerf de la guerre, on va dire, pour chercher les moyens, c'est de savoir d'abord est-ce qu'il y a un marché qui va correspondre. Alors, deuxième filière, les huiles essentielles. Là-dessus, Madagascar avait déjà une très bonne image, mais cette image-là a été renforcée par le Covid. Alors, le Covid a fait beaucoup de tort, beaucoup de dégâts, mais là-dessus, pour cette filière-là, c'est vrai qu'elle a plutôt servi dans la mesure où nous avons, par exemple, les Raftar et autres, qui sont assez plébiscités à l'international. Donc, 88% de quantité d'exportation d'huiles essentielles sont constituées par le girofle en 2020. Et en 2019, c'est l'Inde qui reste le premier importateur de ces produits, suivi par la France et l'Indonésie. C'est une filière qui, à date, génère à peu près 300 000 emplois quand même. Alors, bon, il y a pas mal de chiffres, je passe assez rapidement là-dessus. 4162 tonnes d'huile essentielle exportée par Madagascar en 2020, en hausse bien sûr, pour une valeur de 69 millions de dollars et une valeur mondiale exportée qui est estimée à 5600 milliards d'USD en 2019. Ça, c'est le marché mondial. Voilà, je vais passer assez rapidement. Les marchés cibles des huiles essentielles, c'est le marché alimentaire, bien sûr, pour l'arôme, marché de la parfumerie et de la cosmétique, et le marché de l'aromathérapie. Et puis, bon, là encore, c'est la démonstration des opportunités du marché. C'est assez difficile à identifier, je pense, depuis là où vous êtes, mais pour chaque ligne, par exemple, pour les US, on a un curseur qui est tout au bout à droite, et on a un petit rond qui est tout au bout à gauche. Et en fait, c'est la marge de progression que constitue tout le trait orange. Donc le plus gros potentiel de marché à l'export pour les huiles essentielles, c'est les États-Unis, la France et l'Inde. Alors les épices maintenant, la vanille, le girofle et le poivre, ça fait déjà toute la réputation de Madagascar. Ça reste des produits à fort potentiel d'exportation pour ceux qui désirent se lancer dedans. Alors après, il y a des fiches, ça c'est notre cellule de veille économique et stratégique qui sort ce type de fiche-là, qui peut aider tous ceux qui veulent se lancer dedans et qui donne des données techniques par rapport aux différents pays acheteurs potentiels avec, vous voyez tout à droite là-bas, le potentiel d'export de Madagascar vers les États-Unis, qui est à peu près 560 millions de dollars américains. Potentiel d'exportation vers la France, 307 pratiquement millions de dollars américains. Le girofle, pareil, je vous laisse lire. Je passe assez rapidement, parce que tout ça, ces présentations, je pense, pourront vous être partagées un peu plus tard. Le poivre. Et puis, les aliments de base. Je vous parlais des céréales et des grains secs tout à l'heure. Alors, le riz, c'est vraiment on passe sur des quantités 4 200 000 tonnes en 2019. Avec par contre un rendement relativement bas pour le moment. Il y a des programmes pour essayer d'améliorer les rendements. Ça aussi, on peut vous appuyer là-dessus si vraiment vous désirez vous lancer. Il faut vous rapprocher de l'EDBM. Le maïs reste une véritable opportunité. Alors là, je vous précise juste que le maïs, même sur le marché local, il n'y en a vraiment pas suffisamment. C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez être amené à produire
bien sûr, dans les normes et les quantités qui sont demandées par les acheteurs, sont directement achetés. Hein. Là-dessus, dès que vous êtes dans les clous en termes de prix, tout peut être acheté. Ça, il faut le savoir. Le manioc reste aussi une filière très intéressante pour ceux qui désirent y investir. Alors, il y a les pays clients à l'international sont les Comores et la France, et il y a également un marché, mais beaucoup plus petit sur Madagascar. Maintenant, pour ceux qui, juste pour vous partager, alors pour le moment, c'est peut-être pas au niveau entrepreneurial que ça se passe, mais le gouvernement est en train de mettre en place alors nous sommes actuellement pour le moment en phase d'études de préfaisabilité, mais des systèmes de zones dans le sud, alors du côté de Tuléar, l'un, du côté de Fort-Dauphin, l'autre, des zones de transformation agro-industrielle. Alors les mécanismes, ça va être relativement simple à décrire, mais à mettre en œuvre, c'est un peu autre chose. Hein. C'est tout simplement lorsque on va dédier des parcelles à des productions agricoles et mettre en place des infrastructures pour les transformations. L'idée, c'est que pour les petits producteurs, en fait, on puisse mettre des centres d'agrégation, donc centraliser la collecte, pour les envoyer à la transformation, et puis derrière ça va être la chaîne de valeur pour que les produits soient industrialisés. La mise en place de ces zones-là, c'est le ministère de l'Industrie, du Commerce et l'Artisanat, a priori qui est en train de leader le projet pour le moment. Donc ça, c'est juste à titre de partage, on pourra toujours échanger sur ça après si vous le souhaitez. Et maintenant, je vais passer à la deuxième opportunité, le secteur des TIC. Alors, les TIC, c'est pourquoi est-ce qu'il se démarque en ce temps de crise? Tout simplement parce que nous avions déjà un savoir-faire. Madagascar avait déjà des éléments de compétitivité en termes de coûts de facteurs. Et avec la crise, en fait, il se trouve que la demande à l'international a vraiment augmenté, ce qui nous a valu vraiment d'avoir par exemple les call centers qui sont en grande demande sur Madagascar. Alors l'infrastructure, Madagascar numéro 1 en Afrique en termes de vitesse de connexion, 22e mondial. Il y a 10 000 km de fibre optique à Madagascar, c'est toujours excusez-moi, 3 câbles internationaux déployés, et puis 85% de la population couverte, avec un débit moyen en vitesse de téléchargement de pratiquement 25 mégabits. La croissance annuelle, c'est alors le nombre d'internautes connectés, 5 millions et demi de personnes. Connexion mobile en baisse. Alors ça, c'est juste le petit chiffre pour 2021 par rapport à 2020. Une hausse du nombre d'utilisateurs d'Internet de 41,8%. Alors ça vient confirmer justement ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis une hausse de 30% des activités sur réseaux sociaux. Maintenant, en termes de potentiel, quels sont les avantages de Madagascar? C'est la vitesse de connexion qui est la plus rapide en Afrique, le coût qui est compétitif, les langues. Alors la langue française étant langue officielle à Madagascar, ça intéresse vraiment les marchés francophones, mais on a aussi du savoir-parler anglais, italien, espagnol. Bon, ça c'est des marchés de niche pour le moment, mais c'est de plus en plus demandé. Alors le chiffre maintenant, 500 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Donc ça peut être un facteur incitatif pour l'entrepreneuriat dans le secteur TIC. Et puis un régime fiscal attractif pour les entreprises.
Je ne vais peut-être pas m'attarder sur ça, je me doutais que ça allait assez mal passer à l'écran. C'est tout simplement une matrice qui montre un peu les besoins en termes de réforme, d'amélioration, amélioration de cadres nécessaires dans le secteur d'éthique pour vraiment répondre aux besoins. Mais le besoin, il est là. Encore une fois, les acteurs qui sont présents sur le marché actuellement recrutent énormément. Il y a, j'ai mis en exemple pour les 3 années à venir, Téléperformance déjà nous exprime parce qu'ils nous approchent pour nous dire voilà, on a tel problème. Leur problème, c'est pas que le coût de l'électricité soit trop cher, etc. Bon, ça c'est un autre problème. Et c'est plutôt qu'ils cherchent 300 personnes anglophones là immédiatement parce qu'ils ont des marchés dans des pays anglophones, par exemple. Et ils sont dans leur planification sur 3 ans, ils sont sur des besoins en recrutement de 2000 personnes, rien que par rapport aux besoins qui sont exprimés là, aujourd'hui. Et maintenant, là, j'ai fait une petite liste de tout ce qui peut être réfléchi en termes d'investissement dans l'éthique. Alors ça peut être carrément des parcs technologiques pour ceux qui trouvent les moyens directement, des usines d'assemblage de composants électroniques, des unités de montage d'assemblage d'ordinateurs, équipements de télécommunications, des structures de développement d'applications mobiles, donc ça c'est un peu plus accessible pour les startups, plus facile à financer, des structures d'intégration de solutions de haute technologie. Là aussi, il y a un potentiel parce qu'on sait qu'il y a de la matière grise à Madagascar. Ça, à l'international, ça commence à se savoir. Le potentiel est là. Les sociétés de téléservices, centres d'appel, télémarketing, etc. Et puis, les centres de formation. Donc, et vous venez d'en avoir un exemple tout à l'heure qui illustre mes propos. Maintenant, voilà, je suis allé assez vite parce que quand même je ne tenais pas à monopoliser trop de temps. C'est que je vous parlais tout à l'heure de la plateforme digitale pour les entrepreneurs. Il faut juste je vous demanderai juste de retenir le nom, s'il vous plaît, parce qu'il sera très facile à trouver sur Google derrière. C'est Itouli. Le nom de Itouli, ça va permettre à la plupart des jeunes, alors si je sais que vous êtes jeune, donc par là vous êtes concerné, mais si personnellement vous n'êtes pas concerné par le fait de chercher les outils pour avancer dans l'entrepreneuriat, retenez juste Itouli et ça vous amènera sur cette fameuse plateforme. Alors la plateforme Itouli va proposer des masterclass, alors du vidéo live lorsqu'il y a des sessions qui vont être faites, des opportunités sectorielles par exemple, une vitrine des entrepreneurs pour faire un peu de réseautage, pour essayer de soumettre un peu vos projets si vous souhaitez chercher par exemple des marchés nationaux. Vous avez des mappings de financement en fonction de votre secteur d'activité, de ce que vous souhaitez concrétiser comme projet. Eh bien, il y a une sorte, je n'appelle pas ça moteur de recherche pour le moment, mais c'est un peu l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'il y a les financements qui correspondent précisément à votre projet. Du mentorat, alors il y a de l'identification de mentors qui souhaitent se mettre en avant et qu'on aura quand même préqualifié, et puis des appels à projets également, toujours pour identifier des opportunités pour les appels à projets, ce sera on va dire une rubrique où vous pourrez apporter votre business plan pour qu'il puisse être accompagné en amélioration par exemple. Et puis voilà, je laisse les autres, Ournas et IDBM, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais là c'était pour mettre un peu en valeur la plateforme Itouli. Je pense que je peux en finir là parce que j'ai parlé pas mal. Je préfère qu'on discute, qu'on échange, que ce soit plus interactif tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention. Merci Monsieur Guillaume Rapa pour son intervention qui a été très riche en informations. Je suppose pour vous, mais pour moi, je pense que c'était très riche en informations. Donc, nous sommes venus au moment où vous attendez tous, c'est-à-dire la séance de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, qui sont les 3 chanceux qui vont
poser les 3 premières questions. Voilà, une, les 2 autres. Toutes questions. Donc ça va être rapide, on va finir dans 5 minutes. Ok, on attend 2 autres questions et puis on y va. Et tu peux déjà poser des questions. Bonjour à tous. Je m'appelle Félana Anna. Pour me présenter brièvement, en tant que consultante, je suis un peu à cheval sur différents secteurs, notamment le tourisme, les événements touristiques, le marketing, la communication, les formations professionnelles à l'INTH, etc. Mes 2 questions s'adresseront premièrement à Madame ou Mademoiselle Rinassou. Comme je suis un peu en fait depuis quelques années, comme on est là aussi pour des opportunités, je profite de l'opportunité pour vous demander si vous avez des programmes d'accompagnement pour une personne amateur comme moi. Je ne veux pas me lancer dans l'activité mellifère au niveau professionnel à un super niveau, mais juste pour m'occuper, j'ai juste une petite ruche qui est pour le moment vide, mais je voudrais demander si vous avez des programmes d'accompagnement, des séances d'information où on pourrait apprendre à produire du miel, juste ça, tout simplement. Comme vous accompagnez vraiment les producteurs, ceux qui hébergent vos ruches, etc. J'espère que vous avez un petit quelque chose pour moi. Deuxièmement, ma deuxième question s'adresserait à Monsieur Rapard. Comme on est en préparation d'un événement qui est axé vers les huiles essentielles ou d'autres produits phares dans ceux que vous avez exposés. Le projet est en veille depuis quelques années à cause de plusieurs contextes, mais je voudrais demander si vous avez des carnets d'adresses disponibles pour les producteurs, comme le but de notre événement est d'organiser une rencontre entre les acheteurs suite à une demande, une forte demande, et les producteurs locaux. Est-ce que on doit s'adresser à l'IDBM pour un carnet d'adresses des producteurs, etc. Ou est-ce que vous nous redirigez vers d'autres ministères? Est-ce que vous avez un bureau, des cellules destinées à cela? Merci encore et merci de l'initiative. Une dernière question, vu que c'était 2 questions déjà. Vous pouvez adresser directement vos questions à une personne de votre choix. Bonjour à tous, je suis Tsir. Mon première question s'adresse à Madame Farr. À propos de notre système d'éducation Mata, il est un peu différent puisque à l'école, on nous enseigne pas l'entrepreneuriat. Et comment est-ce que vous faites à propos de... Puisque vous avez dit que vous êtes un des initiateurs de Kidspreneur. Et pour M. Rapard, j'aimerais demander, puisque vous avez dit à propos du TIC, par exemple, si Madame Farr veut faire la formation comme le Kidspreneur en sciences virtuelles, qu'en est-il le rapport avec le DPM pour ça? Merci. Merci à vous pour cette première série de questions. Donc, je rappelle les 4 questions. La première question, c'était l'accompagnement individuel pour l'apiculture. La première question était adressée à Rinassou. La deuxième question est adressée à M. Rapard sur comment bénéficier d'un carnet d'adresse, carnet de contact pour la réalisation d'un événement sur les huiles essentielles. La troisième question était adressée à Farah Pessan sur comment vous avez mis en place le programme de Kidspreneur. Et la dernière question, toujours à M. Rapard, sur
la mise en place de projets éthiques. Merci d'avoir posé la question. Juste à titre de connaissance, l'abeille de Madagascar, Apis mellifera vert unicolore, est une espèce en train de disparaître, en voie de disparition, excusez-moi. Donc, ce que je conseille tout d'abord, c'est de planter des plantes mellifères, des arbres mellifères, mais il faut qu'elles mangent. Ça, c'est la base de l'apiculture. Après, pour l'accompagnement, en général, c'est pour cela qu'on crée le village d'apiculture, c'est que c'est dans des forêts historiques et endémiques pour pouvoir le protéger. Mais après, on partage, le peu qu'on a, on le partage. Donc vous pouvez aller dans notre page, Mère Miel, il y a des contacts, vous pouvez m'appeler et s'il y a des créneaux, on peut passer chez vous tout d'abord pour voir s'il y a des arbres mellifères, parce que ça, c'est la base. Satisfaite? Oui, d'accord. Alors, je vais répondre à la question par rapport au fameux carnet d'adresses pour les huiles essentielles. Alors, nous nous positionnons en facilitateur. Donc, on ne veut pas non plus marcher sur les plates-bandes du secteur privé, mais en tant que facilitateur, effectivement. Alors, la plateforme que je viens de vous présenter est un premier moyen déjà de faire part de votre projet événementiel à une communauté que vous aurez identifiée, à qui vous pourrez vous adresser. Donc là-dessus, on pourra échanger tout à l'heure par rapport aux modalités, comment faire en sorte, comment gérer en fait l'approche de la plateforme, parce que effectivement la plateforme, dans un premier temps, elle s'adresse à tous ceux qui se connectent et qui voient tous les outils qui sont proposés, mais il y a aussi des petites fonctionnalités à l'intérieur qui peuvent être mises à profit par vos soins, par exemple. Et là-dessus, je peux vous mettre en contact avec les personnes de l'équipe en charge justement de la gestion de la vie de la plateforme pour pouvoir accéder aux cibles que vous identifiez. Après, il y a une autre approche où on peut vous faciliter toujours, c'est que beaucoup de producteurs d'huiles essentielles se sont constitués en groupement. Donc il y a des groupements de producteurs d'huiles essentielles qui existent. Donc là aussi, on peut vous faciliter l'accès à ces groupements-là. La méthode, tout simplement, pareil, je vous donne le contact. Je vous parlais tout à l'heure de manager sectoriel. Donc le manager sectoriel en charge de l'agribusiness, je vous mets en contact et derrière, il va faire le suivi. Je vous ai partagé tout à l'heure les histoires de suivi, d'accompagnement. Donc c'est lui qui va vous accompagner à travers les étapes pour faciliter votre démarche à accéder aux cibles professionnelles que vous souhaitez atteindre. La prochaine question, c'est à propos du programme Kidspreneur par rapport au programme d'études ici à Madagascar. En fait, merci pour la question d'abord. En fait, pour Kidspreneur, on a observé, nous, en tant que coach en entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de mindset et après, la pratique fera le reste. Du coup, pour Kidspreneur, on a établi des programmes ludiques pour enfants, vraiment destinés pour les enfants. Donc, à l'aide de jeux et d'activités, nous allons donc inculquer petit à petit donc l'esprit entrepreneurial dans la tête des enfants. Ce ne sera pas un truc lourd comme les programmes à l'école, mais ce sera vraiment à partir de jeux. Et donc, il y aura des jeux pour l'estime de soi, des jeux pour le public speaking, des jeux pour la gestion émotionnelle,
Vraiment, donc ce sera à partir d'activités ludiques comme ça. Et pour l'instant, pour le premier mois que ça a commencé, les enfants sont très preneurs de tout ça. Ils arrivent à comprendre, je dirais, mieux que les plus jeunes comme nous, parce que je suis aussi coach des plus âgés, et je trouve que les petits arrivent très vite à assimiler la chose, et on a beaucoup d'espoir pour ça. Et la dernière question, je pense, s'adresse toujours à M. Guillaume Rappa, concernant le secteur TIC. En fait, si la question, si j'ai bien compris, c'était comment faire en sorte de rapprocher l'initiative Kidspreneur du système un peu plateforme que je vous ai partagé. C'est bien ça, monsieur l'Esprit? Alors, j'ai envie de dire, moi je reviens toujours vers la plateforme. Bon, désolé, ça fait un peu publicité, mais en même temps, on est très fiers de proposer ce genre de plateforme aujourd'hui parce que tout simplement, ça reste un service public. Donc, les éléments qui vous sont partagés là sont des éléments gratuits, accessibles à tous depuis n'importe quel côté de Madagascar. Donc, pour essayer de répondre à votre question, j'ai envie de dire, je ne parle pas forcément de Kidspreneur, mais n'importe quel outil pour appuyer l'entrepreneuriat. Alors là, la spécificité de Kidspreneur, c'est vraiment ça cible une tranche d'âge spécifique. Donc après, il faut qu'on discute plus précisément par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire en termes de quelles sont les lois qui nous permettent de publier telle ou telle chose. Après, d'une manière plus générale, encore une fois, il y a la plateforme qui est faite pour tous, et y compris les coachs ou les formateurs. Ils y sont la bienvenue pour y partager les contenus qu'ils veulent partager. Donc là-dessus, personne ne force personne, et chaque coach ou chaque formateur sait, parce que ce sont des personnes qui entreprennent aussi, c'est leur raison de vivre, donc c'est elles-mêmes qui savent qu'est-ce qu'elles peuvent partager gratuitement et qu'est-ce qu'elles peuvent partager pas gratuitement. Ça, c'est vraiment à ces personnes de le décider. Et nous, encore une fois, la plateforme, elle ne nous appartient pas, mais on gère, c'est-à-dire, elle nous approche, elle nous dit, voilà, ça, j'aimerais bien partager à l'ensemble des entrepreneurs et des porteurs de projets, et j'en profite pour y mettre une visibilité de mon activité, pour que derrière, eh bien, la personne, à la fin de la partie gratuite, elle voit, tiens, on peut étendre l'accompagnement vers quelque chose de plus pointu, mais à ce moment-là, ça va être payant. Vous savez, je vous décris de manière transparente un peu comment est-ce que ça peut prendre la forme d'un partenariat win-win EDBM et le formateur, puisque c'est nous qui gérons un peu le contenu. D'accord, je pense que nous allons tout de suite passer à une deuxième série de questions, si vous le voulez bien. Mais si vous le voulez pas... Ok, une question? Merci, je m'appelle Manu, et ma question, elle est plutôt pour Madame Rinassou, à titre d'exemple à suivre. J'aimerais juste savoir quels ont été les impacts du Covid par rapport à l'apiculture, et surtout comment vous avez survécu. Pouvez-vous en donner quelques exemples, et avec ce qu'il faut faire? Merci. Deuxième question. Oui, ici devant. Merci. Du coup, j'ai 3 questions. La première s'adresse à Madame Farr. Vous avez dit précédemment que pour avoir de la valeur, il faut vraiment se spécialiser dans ce domaine. Alors qu'aujourd'hui, celui qui trouve du travail en premier, c'est celui qui se démarque des autres avec d'autres compétences, qui est hors de ce domaine-là.
comme par exemple le digital, le savoir de vendre et de se vendre, l'éloquence et tout ça. Et du coup, qu'en pensez-vous? Et mes deux dernières questions sont adressées à Monsieur Guillaume Robert. La première, c'est, on a parlé des secteurs porteurs en temps de crise, mais je pense que ce serait intéressant en fait de savoir quels sont les secteurs qui ont connu le plus de nouveaux entrepreneurs pendant ces dernières années à Madagascar, globalement. Quels sont les domaines populaires auprès des nouveaux start-upers en fait. Et la deuxième, c'est, est-il possible de se rapprocher de l'EDBM, d'apporter une idée de business ou d'entreprise avec le business plan et tout ça, afin de trouver des investisseurs prenants pour ce projet. Voilà, merci. Donc nous allons tout de suite passer aux réponses, vu que vous avez déjà 4 questions. Donc à vous la parole. On a créé Mère Miel en janvier 2020 et notre objectif était de créer le premier village d'apiculteurs. Il y avait beaucoup d'étapes qu'on a déjà fait en janvier-février qui étaient l'observation, la sensibilisation et les sélections des membres. On a déjà trouvé un organisme pour financer le projet à l'époque, METU, et au mois de mars, le confinement est tombé. L'organisme a dit on peut pas vous financer. Alors que derrière, on a déjà promis à plusieurs familles qu'on va les aider, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Il y a déjà beaucoup de promesses qu'on a déjà faites et on ne peut pas revenir en arrière malheureusement. Donc, oui, il y avait beaucoup d'impact au niveau de ça. Mais on ne s'est pas contenté juste. Ce sont juste des problèmes de cours. Donc, notre avantage, c'est que les abeilles travaillent avec ou sans nous. La productivité, ça descend un peu, mais elles travaillent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des solutions parce que, tout d'abord, on a eu l'avantage que pendant la crise, tout le monde se tournait vers les vrais producteurs. Tout le monde se tournait vers la qualité. Les miels étaient vraiment beaucoup recherchés. Mais on n'avait pas beaucoup de stock, donc on a pu vendre le maximum avec le peu de stock qu'on a eu. Et après, on s'est débrouillé pour chercher de l'argent parce qu'on a donné des promesses et on ne peut pas revenir en arrière. Donc, je sais faire 3 choses. Le premier, c'est l'apiculture. La deuxième, c'est la couture. Et la troisième, c'est vendre. Donc, j'ai produit des cache-bouches et je suis descendue dans la rue pour le vendre afin de collecter le financement nécessaire pour débuter le premier village d'apiculture. Donc, il y avait le Covid, ça nous a beaucoup impacté, mais ça ne nous a pas arrêté parce qu'on a déjà promis à beaucoup de familles qu'on va débuter le premier village d'apiculture. Oui, pour répondre à ta question, je parlais plutôt d'entrepreneuriat. Donc les gens ont plus confiance aux entreprises spécialisées dans un domaine pour confier leurs tâches. Par contre, si tu veux chercher de l'emploi, ben oui, il faut être polyvalent, ça c'est vrai. En ce qui concerne le secteur TIC, la digitalisation, ben c'est quelque chose au fait qui peut s'associer à tout. Mais il n'est pas rare de se spécialiser, par exemple, avec une de mes équipes en vente digitale, par exemple. En tout cas, se spécialiser, ça inspire plus la confiance que pêle-mêle, je peux tout faire, de balayer jusqu'à diriger. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre par rapport à votre première question déjà. Vous avez dit, oui, l'agribusiness et l'éthique, c'est ce qui est identifié comme porteur en temps de crise, mais hors crise, qu'est-ce qui est porteur? Alors, c'est pas quelque chose qui est vraiment
facile à répondre comme ça. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est que à l'EDBM, comme je précisais au début, d'abord, on ne crée que les formes juridiques sociétés. Il y a ce qu'on appelle les entreprises, les formes juridiques entreprises individuelles qui sont créées dans les centres fiscaux et dont, pour le moment, nous n'avons pas les statistiques encore. Alors que, par an, par exemple, le DBM va créer autour de 2000-2500 entreprises, grand maximum, et les entreprises individuelles vont tourner autour de 70 000, entre 70 000 et 80 000, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, si on parle de secteur, si on parle du nombre d'entreprises créées, ça va être difficile de les identifier en secteur, d'autant plus que dans les statuts lors de la création d'entreprise, on peut y mettre un grand nombre de types d'activités. Mais par contre, ça c'est la précision que j'apporte au départ, mais il y a 2 informations en plus que je vous apporte, c'est que je vous ai parlé de 6 secteurs d'activité que nous accompagnons d'habitude. Ces 6 secteurs d'activité-là, c'est ceux qui ont un gros potentiel en temps normal. Donc, il va s'agir toujours de l'agribusiness, des énergies renouvelables, du secteur minier, du tourisme, des TIC et de l'industrie textile, par exemple. Ça, c'est des secteurs où il y a un potentiel en permanence à Madagascar. Donc, ça, c'est les premiers éléments de réponse que je peux vous apporter. Après, si on regarde vraiment au niveau de l'EDBM, qu'est-ce qui a été le plus créé, si on prend ces principaux secteurs-là, j'ai envie de dire, c'est les sociétés d'import-export. Le BTP reste aussi très présent dans les volumes de création. Après, il va y avoir des créations, par exemple, d'entreprises franches dans les TIC qui vont représenter un grand volume, mais où le nombre d'entreprises sous forme société sera peu. Mais par contre, ça va créer beaucoup d'emplois. Voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Maintenant, la deuxième question, c'est si vous avez un business plan, est-ce que vous pourrez vous rapprocher de DBM? J'ai envie de dire, oui, ça c'est dans notre mission, mais je dis mais parce que il faut que vraiment votre business plan soit quand même assez costaud. Alors, vous pouvez nous approcher d'abord pour demander un canevas de business plan, un canevas type, hein, c'est pas une formule miracle, mais on va vous donner quelque chose de complet. À l'intérieur, vous allez cocher ce qui vous correspond de manière à être le plus convaincant possible pour les financeurs, les bailleurs ou les co-investisseurs. Et puis derrière, on vous accompagne, il n'y a pas de souci. Mais ça, on avait plusieurs appels à manifestation d'intérêt en 2019 pour justement solliciter les porteurs de projets. C'était un appel national pour dire soumettez-nous vos business plans et force est de constater. Nous, attention, hein, c'est pas le DBM qui juge que c'est bien ou que c'est nul. C'est tout simplement c'est le marché. Donc derrière, lorsqu'on a pris les business plans et qu'on a fait qu'on a présenté un peu aux financeurs pour dire qu'est-ce que vous en pensez, ils ont dit non, le niveau est encore trop faible. Donc il faut vraiment renforcer en capacité les porteurs de projets. Et c'est de là qu'est venue justement l'idée de mettre en place Itulia. Je reviens encore sur Itulia. J'espère que ces éléments de réponse ont pu être satisfaisants. Si vous le voulez bien, on va passer à la dernière série de questions-réponses. Donc on a une question là-bas derrière, une autre ici, et une autre là-bas. Ok,
Ok, bonjour à tous, je m'appelle Eransou, j'étudie à l'UEP Madagascar, donc je vais de la science politique, mais actuellement j'ai envie de me réorienter vers l'entrepreneuriat et le management, parce qu'en fait, au cours de mon cursus, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de faire de la politique proprement dit, mais que ma personnalité et ce que je veux vraiment faire, c'est d'être manager. Donc ma première question s'adresse à vous trois. D'après vous, quelles sont les disciplines ou les paramètres que je devrais prendre en compte avant de vraiment me lancer dans ce secteur? Et ma dernière question s'adresse à M. Rabart. J'aimerais savoir si le DBM recueille des stagiaires, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est pas un stage officiel, mais en fait, comme votre but c'est d'accompagner les entreprises dans sa création et son accomplissement, du coup j'aimerais savoir s'il y a des formations ou des réunions qu'on pourrait assister pour pour comprendre vraiment comment ça marche ce secteur. Et voilà, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Ringe. Ma question s'adresse à Madame Faranian. Est-il possible de transformer les activités scolaires en filière universitaire pour que les jeunes ont un accès facile à leur propre business? Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier nos trois panélistes parce que j'admire beaucoup ce que vous avez fait aujourd'hui, surtout que vous êtes trois jeunes, surtout le directeur qui est un peu jeune, ce que je vois. Mais ma question s'adresse à Madame Rinassou. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai mal entendu quelque chose, mais est-ce que vous travailleriez avec quelqu'un qui se trouve à Tana? Ça veut dire que, non pas à Latsnan ou je ne sais pas, mais ici à Tana, est-ce que ce serait possible que vous fassiez un partenariat avec quelqu'un qui est à Tana? Ça veut dire que la ruche se trouve à Tana. Si oui, quelles sont les conditions? Et sinon, est-ce que vous pouvez réfléchir à cette proposition? Merci. Ok, merci pour toutes ces questions. Donc, nous allons passer à la dernière séance de réponse aussi. Donc, j'invite déjà les intervenants à répondre selon les ordres où les questions ont été posées. Ok, donc pour répondre à la demoiselle qui est là, il n'y a pas d'études précises ou de formule magique pour devenir entrepreneur. Il faut déjà donc trouver ta voie. Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu peux faire qui peut te faire gagner de l'argent. Ensuite, c'est beaucoup dans le mental, comme je viens de le dire, donc de t'orienter vers les programmes d'accompagnement de start-up ou d'entrepreneurs. Tu as l'embarras du choix à Tana, et donc voilà, en tout cas pour moi c'est ça, mais tout est dans le mental, surtout le mental. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est merveilleux. Donc pour commencer, cherche qu'est-ce que tu aimes faire. Parce que ton travail, toi, va être la personne qui trouve la solution pour tous les problèmes. Donc, tu vas t'ennuyer si tu vas entreprendre quelque chose que tu n'aimes pas. Et après, il faut que tu aies des réseaux. Entre dans des associations, il y en a beaucoup. Et eux, tu vas t'inspirer d'eux. Ils vont beaucoup t'aider également. Comme moi, tu n'arriverais pas à croire si je vais te dire qu'en janvier, on a commencé le programme entrepreneuriat d'ambassade de France, le novembre 2019, si je ne me trompe pas, octobre, novembre. Et Mère Miel, c'était juste qu'une idée.
on n'a rien, juste une idée. Et on a créé Mère Miel au bout d'un an, janvier 2020, on a créé Mère Miel. Donc, l'ambassade de France nous a poussés, on avait juste des idées et eux, ils nous ont aidés à concrétiser cela. Donc, il faut que tu t'entoures de tous ceux qui vont t'aider à aller vers ce que tu aimes. Tout ce qui est négatif, tu n'en as pas besoin. Et il faut que des formations également, parce qu'à un moment donné, tu dois basculer vers d'autres choses. Peut-être parce que l'entrepreneuriat, il faut que tu réponds à un besoin précis. Et à un moment donné, par exemple, je vais prendre un exemple, le miel. À un moment donné, le miel, ça ne marche pas. Donc, on a créé le cire d'abeille en caustique. Tu ne peux pas forcer tes clients à acheter. C'est son argent à eux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il faut que tu sais beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, tu as toutes les solutions. Donc, si je résume un peu, cherche ce que tu aimes faire, parce que tu vas le faire toute ta vie. Entre dans des associations. Et s'il y a des concours de projets, je ne fais pas la publicité, mais il y a le programme PASS de l'ambassade de France qui nous a beaucoup aidés. Donc, il y a le promotion 3 2021. Donc, si tu veux, tu peux t'inscrire. Alors, pour ma part, je ne vais pas rajouter les aspects que mes voisines qui vivent les choses. Alors, il y en a une dont le métier est justement d'accompagner. Elle a donné les principaux conseils en termes de, on va dire, d'être soi-même. C'est un peu viser l'accomplissement de soi à travers son projet. L'autre voisine est entrepreneur elle-même, donc elle partage quelque chose qu'elle vit au quotidien. Donc voilà, il y a des choses qui sont très importantes qui viennent d'être partagées. J'ai envie de dire déjà, la première chose, c'est il faut profiter de ces expériences-là, capitaliser là-dessus justement pour profiter dans sa décision et dans le mûrissement du projet. Par contre, je suis moi-même issu du secteur privé également, donc ça me donne l'attitude, un peu j'ai envie de dire la légitimité de partager les 3 petits conseils. Le premier dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas non plus idéaliser, se projeter dans quelque chose d'idéal dès la première fois, parce que entreprendre, c'est être résilient. Être résilient, ça veut dire c'est pas rose tous les jours. On vous a partagé l'expérience tout à l'heure de devoir aller démarcher pour essayer de financer une autre activité. Donc, entreprendre, c'est vraiment quelque chose c'est au quotidien, c'est lourd. Donc, il faut avoir le mental pour. Ça a été dit tout à l'heure. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer les études de marché. Alors les études de marché, c'est vrai que pour les jeunes que vous êtes, quand on entend études de marché, on voit tout de suite le gros bouquin théorique, tiens, études de marché. Mais il y a une autre définition simple de l'étude de marché, c'est que, tiens, j'ai envie de produire tel produit, est-ce qu'il y a un marché qui correspond? Parce que si je veux être entrepreneur et que je produis un produit dont personne ne veut, j'ai envie de vous dire, c'est même pas la peine de préciser, c'est un peu l'échec assuré, quoi. Et puis le troisième conseil, c'est que dans votre business plan, il ne faut pas s'oublier. J'ai constaté, et je ne sais pas ton expérience, mais que beaucoup de jeunes dans leur business plan, parce qu'ils pensent avoir la bonne idée, alors dans leur calcul, ils oublient qu'il faut qu'ils en vivent. Donc, ils pensent que parce que j'ai une bonne idée, parce que ça va se vendre, parce que je peux vendre pas cher, alors c'est bon. Alors qu'au final, quand on cumule les charges, on se rend compte, tiens, et moi, de quoi je vais vivre? Et ça va être du Valmain tous les jours. Voilà. Et puis, bon, désolé, mon petit tout dit, mais j'ai comme je sais que c'était la dernière question, j'en profite.
J'ai oublié de mentionner quand même que la plateforme dont je vous parle et que je vous ressasse depuis tout à l'heure a quand même été financée avec le concours de la francophonie en général. Donc c'est un projet qui a tenu à cœur à la francophonie, et je pense que il y avait vraiment un besoin pour tous les jeunes, qu'ils soient déjà entrepreneurs ou qu'ils soient porteurs de projets. Je vous en conjure, allez-y, faites un tour. Moi, je ne gagne pas de commission à chaque visite du site, je vous le jure. Donc, je vous invite à y aller parce que vraiment, ça ne peut que vous enrichir. Merci beaucoup. D'accord. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'il est possible de transposer, par exemple, l'esprit de Kidspreneur à l'université? C'est ça? Et donc, je dirais que oui, c'est possible, mais de là à changer vraiment tout le système Amada, ça peut se faire, rien n'est impossible, mais ce sera long. Ce sera long, mais en tout cas, il y a des universités privées qui commencent justement à s'intéresser à l'entrepreneuriat et qui commencent à encourager leurs jeunes à entreprendre. Donc ça, c'est quelque chose de déjà bien. Et comme Kidspreneur, c'est un programme périscolaire, c'est-à-dire donc c'est hors du système scolaire habituel. Donc je pense qu'il y a déjà des événements ou des programmes hors cursus universitaire qui proposent l'entrepreneuriat. Donc c'est pas pour faire de la publicité, mais comme nous, moi, dans ZAV à SARL, donc on accompagne des jeunes qui ont des idées. Voilà. Je termine. Tiens. Si j'ai bien compris ta question, c'est que tu veux faire de l'apiculture à Tenerife et tu veux me demander si on peut t'accompagner vers la production. Le petit problème à Tenerife, c'est qu'il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de réseaux avec tout ce qui est téléphone, réseau internet. Il y a peu d'arbres mellifères, à part Jacaranda, si je ne me trompe pas, d'âne aussi. Si dans le périphérique d'Antananarive, c'est faisable, Antananarive, tu peux le faire juste pour la passion, mais pas beaucoup de production. Je vais être directe pour... si on veut t'accompagner, si on a une opportunité de partager, on partage toujours. Comme je viens de dire à madame, prends mon contact dans ma page Facebook, Mère Miel, et contacte-moi. Si j'ai un créneau, s'il y a un technicien de ruche qui a un créneau, on peut vous aider. On revient juste pour monsieur Guillaume Rapart pour le stage. Oui, alors, oui, je vais répondre à la question par rapport à est-ce que le DBM accueille des stagiaires. La réponse immédiate, c'est oui, nous avons régulièrement besoin de stagiaires. Mais il y avait un mais. C'est dans le contenu du stage, c'était vraiment pour comprendre le contenu des secteurs. Hein, donc là-dessus, alors déjà par rapport au stage, en ce moment, on a tendance à réduire un peu parce qu'on a des gros problèmes de superficie. Et pourtant, avec les mesures sanitaires, nous sommes obligés de respecter vraiment toutes les mesures de précaution. Donc là-dessus, ça nous fait d'emblée réduire les effectifs dans les open space. Et la deuxième précision, c'est que si c'est pour mieux comprendre les secteurs, alors je pense que... Alors, il y a deux choses. La première solution, c'est le site web de l'EDBM qu'on a donc retravaillé et qui permet vraiment on va dire, d'appréhender au mieux l'environnement économique, les secteurs d'activité, etc. Après, bien sûr, vous pouvez toujours envoyer un CV, c'est pas
c'est très rare qu'on reçoive des CV et qu'on dise tiens, non, on n'a pas besoin. En fonction, on étudie toujours les opportunités que ça peut représenter. Et puis à la fin, je pense que vous savez ce que je vais vous conseiller pour d'aller visiter pour les bonnes informations. C'est la boîte à outils, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc je pense que pour terminer, je tiens à remercier nos intervenants. Mais avant de vraiment clore cette rencontre, je tiens à préciser que nous, au sein de l'ambassade de France, on a le programme entrepreneuriat. Donc ça rejoint toutes les questions de tout à l'heure, en fait, surtout au niveau entrepreneuriat. Nous avons un programme, nous avons une page Facebook tout d'abord, programme entrepreneuriat, ambassade de France-SCAC, SCAC. Et puis au sein du programme entrepreneuriat, actuellement on organise un stage en entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est une formation bloquée sur une semaine. Et donc vous amenez avec votre idée déjà préconçue. Et nous, avec notre partenaire qui est le centre, nous allons vous aider à développer cette idée en projet pendant la semaine. Mais pour le stage, ce sera offert, l'inscription est offerte à des projets en équipe, c'est-à-dire entre 2 et 4 personnes. Entre 2 et 4, c'est 3, donc projet à 3 personnes. Donc, les inscriptions sont bientôt closes. Vous avez l'opportunité encore de vous inscrire maintenant, aujourd'hui, tout de suite là, en consultant la page. Donc, je pense que si vous êtes intéressé, comme Rinassou l'a dit, elle a bénéficié d'un accompagnement, par contre, d'une année, mais bon. Les informations se trouvent tous sur la page Facebook. Mais actuellement, on est en train de recruter pour un stage en entrepreneuriat. Donc je vous invite à consulter notre page Facebook, programme entrepreneuriat, ambassade de France-SCAC, et d'aller visiter Itoli. D'accord. Et maintenant, je tiens à remercier nos intervenants de nous avoir accordé de leur temps pour partager déjà leur expérience et aussi pour partager des informations qui nous ont été inconnues jusqu'à présent. Et je tiens à remercier surtout vous, public, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc un grand merci à vous. Vous pouvez vous applaudir ou pas. Et je déclare donc cette séance terminée et on vous donne rendez-vous. Le programme entrepreneuriat de l'ambassade vous donne rendez-vous le 18 mars pour les jeudis de l'entrepreneuriat avec une thématique un peu spécifique, vu que la thématique sera entreprendre dans le domaine culturel. Donc nous aurons comme invité le gérant de B-Musique en la personne de Samuel, Taïn de Issad Kaleri. On aura aussi Mine des rencontres du film court et enfin Samisung de Freeleti's Pirate. Donc ce sera un rendez-vous comme celui-ci, mais sous un autre format le 18 mars prochain. Donc je vous invite aussi à venir ici le 18 mars prochain. C'est un rendez-vous qu'on organise tous les 3e jeudis du mois en fait. Et visiter Itoli. Merci.